All right, bonjour à tous. J'ai comme tribulé direct en partant, ça va bien. All right, bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de la confrérie de métal. Aujourd'hui, le grand retour, pas mal à sa fréquence habituelle, de Maxime Saint-Onge, Dr. Kin sur le podcast. Maxime, bienvenue à ton épisode mensuel. Comment ça va? Écoute, ça va super bien. Toujours un plaisir de parler de mon enfance difficile avec toi. Excellent, on est là pour ça. On est là pour te psychanalyser aujourd'hui. Question qu'il n'y ait plus jamais personne qui écoute mon fucking podcast. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet qui est vraiment nice. Sincèrement, je pense que ça a beaucoup de valeur, surtout là avec la saison. Puis ça, c'est une tendance qui me fait grandement plaisir, puis en même temps m'horripile un peu, sincèrement, c'est l'impact de la musculation pour la course à pied. On en entend parler tout bord de côté. Pour avoir déjà travaillé comme préparateur physique, ou est-ce que ça, c'est quand même une bonne anecdote que je pense pas que tu connais cette anecdote-là. J'étais préparateur physique aux Estacades de Trois-Rivières, puis je faisais genre hockey, football, puis cross-country. genre, puis il y avait comme la course à pied, puis football, puis hockey. Sincèrement, c'était sharp au bout. On avait genre des gros programmes, on suivait leurs affaires, tout était vraiment en tête. Cross-country, c'était quasiment une feuille, toute mochée, toute pliée qu'on glissait sur le coin d'une table. Fait que ça me fait fondamentalement plaisir, en tant que préparateur physique, de voir la musculation prendre plus de place dans le domaine de la course à pied. Je pense, somme toute, c'est une bonne chose. Mais comme beaucoup d'extrêmes, on tendance à se pincher beaucoup d'un autre bord avec l'effet de la musculation sur l'économie de course. On voit beaucoup de coachs qui disent qu'il faut absolument que tu t'entraînes pour courir. On voit beaucoup de coachs qui disent que ça change tout pour la course à pied. Puis un de ces arguments-là, c'est souvent l'économie de course, right? Fait on va parler de ça avec Maxime en ce moment. On va vraiment parler de l'effet. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est mauvais? On va parler de ça avec Maxime en ce moment, l'effet de la musculation sur l'économie de course. Fait que très content que tu sois là. Première affaire, le roi des définitions. Ça te tente-tu de me définir roughly l'économie de course pour qu'on se tape Ouais. de quoi qu'on parle en ce moment? Parce que je pense qu'il y a L'économie, bien du monde qui crie économie de course qui ne savent pas en tout c'est quoi l'économie de course. écoute, je ne serais pas surpris, là, puis, parce que, c'est assez complexe comme tel. Là. Dans le fond, c'est quand on va parler d'économie de course, on fait référence au rendement mécanique ou à l'efficience. Donc, tout ça, là, c'est pas mal dans le même panier. C'est, en gros, combien d'énergie ça te prend pour avancer. C'est à peu près ça. Fait que si tu as une bonne économie de course, tu es économe, ça ne te prend pas beaucoup d'énergie pour avancer, par exemple, à 10 km/h. Ce qui serait dans le cas d'endurance un avantage quand même significatif, particulièrement sur des longues distances, right? C'est un peu ça l'idée, ouais. Exactement, c'est ça. Fait que plus ton rendement mécanique, ton efficience est bonne, ben moins ça te coûte cher pour faire la job que tu fais. Donc, ça devient intéressant parce qu'à un moment donné, la VO2, elle plafonne assez vite. Fait que comment tu améliores tes performances? Ben, tu améliores ton endurance aérobie, puis tu améliores le plus possible ton efficacité de course pour justement que ça te coûte moins cher faire chaque pas. Mm-hmm. Fait que si dans l'extrême, on prend quelqu'un qui est vraiment moron moteur, qui court comme une bétonneuse, ben chaque pas va coûter beaucoup plus cher que l'autre qu'on a l'impression qu'il court sur un nuage. Sur 42 km, ben chaque pas, s'il te coûte plus cher, ça puise dans tes réserves davantage, Non. ça te prend plus de réserves, etc. Donc, c'est sûr qu'on cherche à améliorer ça, mais juste de le mesurer, l'économie de course, on en parlait hors d'onde, là, c'est pas simple. Savoir si quelqu'un est plus efficace, il faut que tu aies une mesure de consommation d'oxygène et il faut que tu aies une mesure du travail effectué. Minimalement, mettons la vitesse que tu as, puis combien de millilitres d'oxygène par kilogramme de poids tu consommes à cette vitesse-là, ou encore, comme on disait, utiliser un capteur de puissance. Combien de watts tu génères à la course à pied ou sur un vélo, etc. Puis combien de millilitres d'oxygène ça te coûte pour générer cette puissance-là. En théorie, tu pourrais avoir une plateforme de force aussi, right? En théorie. En théorie, en course à pied, tu pourrais mesurer l'impact, donc les newtons générés au sol. Puis, écoute, si tu as le temps de contact avec les newtons, tu peux extrapoler des watts. Là, tu pourrais avoir ça puis avoir l'efficacité. Le problème, c'est que ça va te coûter pas mal plus cher la plateforme de force, le tapis roulant. Un corridor de plateforme de force. Genre. Si vous demandez où vont vos frais d'inscription à l'université, ils vont dans les idées d'Alex qui sont pas bonnes pour équiper des laboratoires. Non, mais tu as des tapis roulants qui ont une plateforme en dessous qui vont mesurer l'impact. Ouais. Honnêtement, à ce compte-là, paye-toi un stride à 400$. Ça va être pas mal plus utile, puis tu auras un peu plus d'infos aussi. Fait que ça te prend ça. Fait que, tout de suite, là, c'est important que les gens aient un petit bémol quand on va parler d'économie de course parce que la plupart du temps, quand quelqu'un va parler d'économie de course, il n'y a aucune mesure qui est faite, on va regarder. On va dire, oh, tu as l'air à courir mieux. Moi, je te le disais, je cours, je ne suis pas élégant, je n'ai pas une bonne technique de course, mais j'ai un Christy de bon rendement mécanique.
Fait que je suis hyper économe quand je course, même si je ne suis pas élégant. Fouille-moi T'attribues ça à pourquoi, mais quoi c'est pour le le même. fun? Comment? T'attribues ça Ah, à quoi? je ne sais pas. Probablement parce que je ne me casse pas la tête à courir. Je ne crispe pas en me disant il faut que je sois comme ça, il faut que mon tronc soit droit, il faut que mes abdos soient rentrés, il faut que mon pied touche comme ça, puis je suis tout stiff. Là. Moi, je cours puis je regarde les oiseaux. Non scientifiquement, je vais l'attribuer à ma naïveté de course. Ouais, j'aime bien ça, sincèrement. J'aime bien ce que tu amènes avec ça parce que, surtout dans le monde de l'entraînement, là, on a tout le temps la notion, même si ça n'a pas tant rapport avec le podcast, on a tout le temps la notion que plus de complexité, plus de sophistication, c'est way to go. Mais dans bien des cas, ça rend ça fucking pire. Au minimum, ça rend ça plus lourd, ce qui fait que Ouais. l'activité devient moins plaisante de manière significative. Puis c'est clair que si pour aller courir, il faut actuellement que tu cours de manière à ce que tu sentes que tu as un bâton dans le cul en permanence, réalistiquement, tu risques de moins être relax puis d'être moins chill dans le faisant, ce qui pourrait impacter d'autres variables. Fait que j'aime quand même ton idée. Ceci étant dit, est-ce que la description a fait quand même pas mal de sens? Je pense au niveau de l'économie de course, je pense qu'on a quand même fait une bonne job là-dessus. Ce qui nous intéresse en ce moment aujourd'hui, on s'entend, c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact assez significatif sur la performance en endurance, principalement en course à pied. Plus que la distance augmente, plus que l'économie de course va être important, plus que l'effet de l'économie de course va être important. Puis, ce qui nous intéresse un peu en ce moment, c'est l'impact de la musculation sur l'économie de course, parce que c'est une des raisons principales pour laquelle le monde dit de s'entraîner. Right? Oui. Fait qu'on a regardé, on a une couple de petites études qu'on a checkées, qui est une revue systématique, en fait, qui trouvait pas mal des effets favorables. Fait que pour répondre à la obvious question avant qu'on y aille, il semble y avoir un impact. Ça varie un peu selon les études. Puis comme Maxime y a dit, il y a une grosse variabilité de comment c'est mesuré. Puis là, c'est pas juste une question de baser sur des détails. Les différents types de mesures vont changer d'interprétation. Une autre affaire que tu as amenée hors onde, fait que là, je vais avoir l'air plus intelligent que je suis régulièrement en ce moment, ce qui est vraiment, vraiment bien. Mais tu sais, une affaire que tu as amenée qui est vraiment importante, qui est un détail qui pourrait changer de quoi, c'est qu'on parle d'efficacité, mettons, en pourcentage. S'ils font une étude où est-ce qu'ils font que de la musculation, puis ils ne font pas courir le monde autant qu'ils font d'habitude à cause dans le cadre d'une étude, mais la VO2, elle va baisser, elle ne montre pas, parce qu'ils vont moins courir, mettons. Fait que là, il faut que tu contrôles différents paramètres. Il faut que tu contrôles le paramètre d'entraînement aérobique, il faut que tu contrôles le paramètre d'entraînement en musculation, il faut que tu fasses un test de VO2 avant, il faut que tu fasses un test de VO2 après. Fait que c'est rare d'avoir des études qui vont vraiment y aller très, très lourd, je pense, sur ce nombre de détails-là. Mais mettons qu'on prend pour acquis que la plupart des études, quand même, ne sont pas à ce niveau de tightness-là, mais ils ont quand même une direction assez claire, toutes dans la même direction. On parle d'un effet de 3 à 5 roughly sur l'économie de course. Quelque chose dans ces eaux-là, Exact. à peu près. C'est ça. Fait que, tu sais, le rendement mécanique, je vais juste vous donner une idée. Là, en gros, sur 100% des calories que tu dépenses quand tu cours, tu en as à peu près une vingtaine de pourcents qui s'en va sur le sol pour te faire avancer. Tu en as à peu près 70-75% qui est dissipé en processus métabolique puis en chaleur. OK. Okay? C'est hot que Fait tu as des que, pourcentages, même moi, je ne les connaissais pas. ouais, fait que plus ton rendement est bon, ben plus ça monte. Là, présentement, je travaille pas mal en bateau dragon. Là, mais tu vois, l'efficacité en bateau dragon, c'est les membres supérieurs. Puis j'ai des efficacités qui sont beaucoup plus basses que 25%. Même chez des pagailleurs qui sont super bons. OK. Fait que c'est là que le mouvement, le geste technique peut influencer effectivement là, ton rendement mécanique. Mais s'il y en a qui sont des ingénieurs, là, ben, un moteur thermique, le rendement, la quantité d'essence qu'il doit brûler pour faire avancer les roues, ben, c'est généralement en bas de, si je ne me trompe pas, d'un diesel, je pense que c'est 18%, là, mais à corriger. Fait que, on est mauditement efficace quand on a un 25%, même si la majorité de notre énergie, elle s'en va en chaleur. Mais quand même, surtout si ce 25-là est efficace, puis qu'on trouve une manière de l'augmenter, ou carrément de le diminuer, de 3 à 5 ça fait une différence assez significative, right? Ben, c'est ça, si tu passes de 25% d'efficacité à 28%, ben, tu perds moins d'énergie. Il y en a plus qui s'en va sur ta locomotion. Fait que c'est super intéressant. Fait que, si tu regardes le 3 à 5%, là, c'est à peu près ça. C'est-à-dire tu passes de 25 à peu près à 28% d'efficacité, ce qui est une adaptation énorme. Mais c'est pas Mais, gratis. c'est ça, c'est pour ça que tu es là, Maxime. C'est pour continuer sur le mais. Vas-y. Fait que oui, il y a un impact positif sur l'économie de course. Puis là, le segment de Maxime commence, le mais segment. Vas-y. Ben, ce qui est difficile, c'est que c'est pas tout le monde qui va être au même niveau. Puis c'est là qu'il faut l'évaluation des capacités physiques de la personne est super importante. Ouais. Pourquoi? Parce que faut que tu détermines, la course, c'est de la puissance. C'est vraiment ça. Là. Fait qu'en gros, la force soit la vélocité, là, c'est ça. Puis la puissance, c'est complexe. Parce que c'est influencé par la force, c'est influencé aussi par les composantes du muscle puis du tendon.
Donc, l'élasticité, la capacité de, écoute, on appelle ça l'hystérésie. Dans le fond, c'est la capacité des structures à s'étirer et à redistribuer l'énergie. Parce que, mettons, quand tu cours, puis là, je ne veux pas faire saigner du nez personne, mais quand tu fais un pas, ton pas, là, il y a un impact au sol. C'est une phase d'envol quand tu cours, tu atterris sur ton pied, mais la gravité fait en sorte que ton poids il est accéléré. Tu dois l'amortir. Cet amortissement-là, là, c'est comme un élastique que tu vas étirer, puis tu peux le lâcher pour qu'il reparte. L'élastique, quand tu l'étires, il accumule de l'énergie. La preuve, s'il y a quelqu'un qui se met devant toi et qui étire une méchante affaire, tu vas faire « Ah, ça va faire mal ». Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie qui est accumulée dans l'élastique. C'est la même chose quand on court. Fait que chaque pas que tu fais, quand tu touches le sol, ça fait un élastique qui s'étire dans toutes les composantes musculo-tendineuses. Donc, le muscle, le tendon, ça stretch. Puis s'il reprend bien sa forme, il te donne un spring pour repartir. Ce spring-là, il est gratis. Il n'y a pas d'énergie dans tes pieds à toi qui est utilisée. C'est la gravité qui fait que l'énergie est accumulée dans les tendons. Fait que la puissance, c'est comme un slingshot. Fait que la muscu, lorsque tu fais de l'entraînement en optique de développer, mettons, de la course à pied, mais tu veux développer ce slingshot-là. Fait qu'il y a des gens qui n'auront pas le slingshot parce qu'ils écrasent. Ils ne sont pas assez forts. Donc, leur poids fait en sorte que chaque fois qu'ils courent, qu'ils font un pas, ils vont écraser. Ça dépasse les capacités de cet élastique-là. Fait qu'on perd cette énergie-là. Fait que ça te coûte plus cher à courir parce que tu n'accumules pas la gravité. Il y en a d'autres qui vont être stiffs. Les tendons, les muscles, ils ne sont pas capables de s'étirer suffisamment. Fait qu'ils sont raides. Fait que c'est comme si ton élastique, c'est un bout de bois. Ça ne s'étire pas. Fait qu'il ne peut pas accumuler d'énergie. Fait que là aussi, tu es fourré, ça ne marche pas. Fait que si tu es assez fort, mais les tendons et les muscles sont trop raides, tu vas être capable de gérer ton poids, mais tu n'accumuleras pas l'énergie, tu n'auras pas ce stretch-là. Puis après ça, ben, tu as la capacité du muscle à réagir rapidement à l'impact. C'est une composante neuromusculaire, c'est une composante mécanique dans le tendon et dans le muscle. Fait que quand tu t'entraînes en muscu, si tu augmentes juste ta force, puis que les composantes élastiques, elles ne le sont pas, ben, tu vas être bien plus fort, mais ton économie de course, elle va être pareille. Ouais. Puis si ton muscle n'est pas capable de réagir rapidement, c'est la même chose. Tu vas être assez fort, ça va être assez élastique, mais le muscle, il ne répondra pas assez rapidement, fait qu'il va se laisser étirer. Tu vas gaspiller cette énergie-là qui est accumulée. Puis tu t'en vas où avec ça, mettons? Qu'il y a du monde qui vont s'entraîner en musculation qui n'auront pas de retour? Ben, exactement, parce qu'il faut que tu détermines. Si moi, je manque de force, je m'entraîne en musculation puis j'améliore ma force, je vais avoir un gros transfert dans mon économie de course. Si moi, je suis assez fort, mais je suis trop raide, je m'entraîne en force, je suis encore plus fort, c'est correct, mais je suis toujours trop raide, je n'aurai pas de transfert dans mon économie de course. Fait que, tu sais, de dire, on va faire de la muscu at large, ça va améliorer ton économie de course, ben ça dépend. C'est quoi ton facteur limitant qui fait en sorte que tu ne springes pas, tu ne rebondis pas? Donc, il faut l'évaluer. Ben, il faut minimalement l'évaluer. Puis c'est là que ça devient super difficile parce que c'est quoi la force minimale qu'on a besoin pour de la course à pied? J'ai pas vu tant de chiffres que ça. Là. Mettons, là, pour les sports de puissance, si tu es capable de lever 1,6 fois ton poids en squat, mettons, tu vas être en business pour faire tel type de travail de puissance. Tu es capable de lever 2 fois ton poids sur un squat, tu vas être capable de faire telle autre activité de puissance. Moi, j'ai rien vu en course à pied là-dessus. Il n'y a pas si longtemps que ça que le monde font de la musculation en course à pied, puis il n'y a pas si longtemps que ça qu'ils font des études en musculation en course à pied. C'est ça. C'est plus difficile. Puis après ça, il faut que tu vois, là où c'est encore bien plus tough, c'est est-ce que la personne elle a la puissance, donc est-ce qu'elle a l'élasticité, la combinaison élasticité, force, réponse du muscle dans l'ensemble. D'habitude, ce qu'on faisait avec ça, c'est des tests de pliométrie. Puis moi, là, ici, je supposerais, puis vraiment, je mets des grosses guillemets, là, je supposerais que, dans le fond, ce qu'on fait, c'est en plio, pour déterminer si tu es capable de faire de la plio, on te fait faire un depth jump, donc tu te laisses tomber puis tu sautes. Puis on compare sur la hauteur que tu es capable de sauter à ton saut vertical normal. Est-ce que tu sautes plus haut ou plus bas? Exemple, là. Moi, je saute, je fais mon saut vertical, je tape sur le mur, ça donne telle hauteur. 15 cm. 15 cm. Après ça, je monte sur un bloc de 20 cm, je me laisse tomber puis je saute.
2 centimètres. Mais si je saute plus bas, c'est que cette hauteur-là fait en sorte que je ne suis pas capable de gérer l'accélération de la gravité, l'énergie qui est accumulée pour la redistribuer vers le haut. Ouais, c'est bon. C'est une belle manière de le tester. C'est bon, ça. Si je saute plus haut, ben là, ça veut dire que je l'ai. Fait que, moi, je pense qu'avec un bloc de 10, 15, 20 cm, quand tu te laisses tomber et tu sautes plus haut, je vais soupçonner que tu as probablement assez de capacité Ouais, c'est un bon musculo-squelettique test, mon gars, puis c'est pour simple. remonter. Je fais pas ça. Ça, c'est bon. Ça, sincèrement, ça mérite à mettre ça dans la boîte à outils. Fun fact, ce que tu me fais, ça me fait passer un test que le monde ne connaisse pas beaucoup, que moi, j'utilise quand même pas mal. Je serais curieux de savoir ce que ton opinion là-dessus. As-tu déjà vu un CLAT test dans le monde de la préparation physique? Ça dit-tu de quoi? C'est pour les MTS? Ouais, c'est exactement ça que c'est. C'est des DTS à cette heure maintenant. Il va falloir suivre Ouais, des je formations sais, continues de Tolkien. ouais. Mais tu sais, un CLAT test, dans le fond, c'est juste un saut. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Puis sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a quand même des religions pas mal dans le monde de la préparation physique. Là. Il y a genre tel Ouais. ratio, tel affaire, tel ci, tel ça. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Puis moi, je me rends pas trop loin là-dedans, mais j'aime beaucoup utiliser ce test-là pour des coureurs parce qu'essentiellement, c'est juste, tu pars d'une substance, tu pars d'une surface surélevée, puis tu fais juste sauter à une jambe. That's it, that's all. Puis il y en a qui regardent comment tu tombes, puis comment tu te replaces, puis tout. Puis moi, je m'en sers beaucoup chez les coureurs comme étant des indicateurs de roughly stabilité de cheville, puis stabilité de hanche. Puis je m'attends pas à avoir un bon score, je veux juste voir à quel point c'est catastrophique ou non. Mhm. Puis c'est un peu la même affaire où est-ce que tu dis, puis d'expérience, ce test-là est généralement très, très problématique pour la plupart des coureurs. Puis là, je ne donne pas de référence, je ne donne pas des chiffres, je dis juste que la course est une succession de sauts. Puis si tu n'es pas capable de stabiliser tes sauts comme du monde, ça se peut qu'il y ait une cheville quelque part à m'amener qui part quelque part, puis ça, dans ta prep, ça va nuire un petit peu. Tu sais. Fait Puis, que, vas-y. même si tu ne te blesses pas, Ouais. Ouais. l'instabilité de ta cheville, là, Mhm. tu viens dissiper l'énergie du spring. Fait que tu vas être moins efficace. 100%. Tu sais, 100%. parce que tous les mouvements latéraux que tu vas avoir sur ta cheville, c'est de l'énergie qui se dissipe. Ouais. Fait que c'est de l'énergie que toi, tu vas avoir à dépenser pour faire le geste, pour te propulser. Parce que j'aimais ça parce que ça va quand même dans le sens de ce que tu dis, mais juste une manière vraiment, vraiment simple de le mesurer. C'est genre. Puis là, on ne dit pas nécessairement que c'est la révolution, mais j'aime bien ton idée. Tu fais faire un saut vertical, puis après ça, tu fais faire juste un counter jump, puis après ça, tu checkes à peu près ça a l'air de quoi, tu sais, puis ça va te donner quand même une idée. Puis ça, c'est vraiment bon. C'est vraiment Tu sais, bon. tu peux le faire à une jambe si tu veux voir aussi, même chose, saut vertical à une jambe, quelle hauteur tu as, un petit depth jump. Tu n'as pas besoin de faire le depth jump bien haut parce qu'en course à pied, tu n'as pas une grosse drop. Non, c'est ça. Puis Tu n'as pas un l'autre affaire, par 60 exemple, cm là, de drop. pour avoir vu pas mal de clat de test, moi, je ne ferais pas faire de saut, de saut à une jambe à des coureurs, je te dirais. Mais en théorie, c'est un bon test. En théorie, c'est un très bon test. Disons-le comme ça. C'est Ouais. ça. Fait que, Mais ouais. ça donne une idée. Si tu n'es pas capable de remonter, ben, là, après ça, c'est de voir, ben, tu squattes combien. Puis moi, j'utiliserais, mettons, je sais pas, si tu squattes peut-être pour la course à pied, écoute, je lance ça de même, mais 1,4 fois, 1,5 fois ton poids, moi, je pense que c'est en masse. Ah ouais, 100%. Parce qu'il n'y a pas tant d'auteur. En trail, j'aurais un discours un petit peu différent parce que là, tu as des drops un peu plus importantes dans la descente. Puis ça, on voit ça beaucoup dans le monde hybride. Ils voient des pas dans le monde de l'entraînement hybride. Ils voient des gars comme Nick Bear squatter 600 livres, puis ils sont genre ah mon Dieu, il faut que je squatte plus parce que ce gars-là, il court un marathon en 3 heures. Puis là, t'es comme probablement qu'il y a beaucoup de force là-dedans qui ne sert pas tant à courir son marathon. Exact. Granted, le gars est énorme, fait que potentiellement que ça aide quand même pas mal d'avoir un niveau de force, mais tu sais, t'as pas besoin d'avoir calibre de force. Puis ça, c'est un enjeu, tu sais, puis ça, c'est un truc, c'est genre le monde projette leur propre préconception, leur propre préférence sur leurs athlètes. Tu sais, ils sont genre moi, j'aime ça faire du squat. Fait que tu vas faire du squat, même si c'est pas Ouais. tant important pour ta prep ou des affaires de même, mais il y a 2 fois body weight pour un squat, mettons, pour un athlète. Dans le monde de la force, c'est à chier. C'est genre, ça. la seule manière que tu peux te sortir de ça, c'est si tu es une fille de 14 ans et que c'est ta première compétition, tu vas peut-être bien t'en sortir. Mais si tu compétitionnes contre du monde qui sont moins demain avancés, un squat 2 fois bodyweight, tu n'iras pas chier loin que ça, mon homme. Là, puis à un haut niveau, niveau régional, c'est correct. Mais pour un coureur ou pour n'importe quel sportif, c'est énorme. C'est un ça. gros squat. Là, Puis, tu sais, il faut que tu regardes les ressources que ça va prendre pour développer ta force. C'est des ressources que tu n'as pas pour développer ta course. C'est un trade-off, là. C'est un 100%. compromis que tu as à faire. C'est pour ça que c'est important de ne pas juste dire fais de la muscu, c'est important. Ben, Ouais. les unités de ressources que tu mets en muscu, c'est des unités de ressources que tu n'as pas en course. Il faut que ça paye. Surtout, tu as un minimum de volume à faire dans les sports d'endurance. Fait que Oui. ça coûte en temps, là, minimalement. T'sais.
Puis tu sais, c'est ça, ça coûte en temps. Puis l'autre affaire aussi qui est importante, qu'il faut faire attention avec le discours de la course à pied, qui j'argumenterais potentiellement un discours que moi j'ai eu. Fait que jamais vous écoutez les anciens podcasts de Confrérie de Métal ou du Momentum Show, je suis pas responsable de ce que j'ai dit il y a plus que 2 semaines. C'est jamais Non, responsable. j'ai jamais rien dit. Mais moi, j'avais un discours qui était très musculation, là, puis j'étais limite trop musculation dans ce temps-là, tu sais. Puis sincèrement, c'est quelque chose que j'ai dit beaucoup, puis je pense qu'il y a un enjeu minimalement, comme tu dis, en temps d'entraînement, mais en récupération. Aussi, Totalement. si tu commences à t'inquiéter du volume, si tu veux courir, la meilleure manière de devenir un meilleur coureur, c'est de courir plus, man. Est-ce que ça veut dire courir seulement? Mais non, non plus. T'sais. Mais en général, le gars qui court le plus, puis qui est capable de rentrer le plus de volume, puis de récupérer de son volume, est normalement celui qui va le mieux s'en tirer, règle générale. Mais spoiler alert, la plupart du monde ne peuvent pas rentrer du volume comme ils voudraient le faire anyway. Mais Ben ça, c'est un truc qui est quand même intéressant. Puis, juste faire une parenthèse, parce que là, je suis allé trop intense avec mon affaire de c'est pas bon si tu squats 2 fois bodyweight. Pour mettre des chiffres, parce que j'en ai là, des athlètes en force en ce moment en powerlifting puis en haltéro. 2 fois bodyweight en powerlifting au squat. J'en ai une fille qui fait ça 2 fois bodyweight. C'est un calibre à peu près régional. Fait que c'est pas élite, c'est tout le temps un total, là, fait que ça dépend, mettons, de tes autres lifts. Là, si tu as un gros deadlift, tu vas peut-être t'en sortir un peu plus, des affaires de même, mais c'est pas provincial. Là, ou c'est début provincial, mettons. C'est pas très, très gros comme calibre. Fait que c'est relativement accessible pour la plupart du monde, en guillemets. Puis c'est pas un très, très haut niveau en force. Mais en course à pied ou en préparation physique, ça commence à punaiser pantoute. Là. Une fille de 130 livres qui squatte 260. Une fille de 130 livres qui squatte 2 plates, ça fait du sens. Là. C'est quand même bien. Ouais. Dans une salle d'entraînement, le monde va être impressionné. T'sais. Exact. C'est correct. Puis, l'autre chose dans l'aspect de la musculation, on est frileux à faire du travail spécifique de muscu. Mettons, moi, j'en avais une coureuse où est-ce que, elle avait 2 exercices de trigger muscu. ce que tu dis. J'ai hâte de voir où tu t'en vas avec ça. Là, je suis trigger en ce moment. Vas-y. Non, mais écoute, elle avait 2 exercices de muscu. Elle faisait des lunges, elle faisait des squats. Ah, OK, ouais. C'est tout ce qu'elle faisait au gym. Elle ne faisait pas de upper body, tout le kit. Et je me suis fait lancer des roches. Tu vas créer des déséquilibres, c'est pas bon. Ah Elle a ouais, besoin, ça c'est bon, des des équilibres. Ouais. Puis là, elle me disait, pour son core, c'est super important. Puis dans la course à pied, fait que moi, parfait. Fait que je ramasse les roches, puis je pose des questions à ceux qui m'élancent. Je disais, OK, mais son core, quel pourcentage du core est requis? Quel pourcentage de la force du core est requis pour faire de la course à pied correctement? Je me faisais toujours répondre, le core, c'est super important. C'est pas ça ma question. C'est quel pourcentage de force max du transverse est nécessaire pour te stabiliser? Ah ouais. Parce que moi, j'avais des chiffres sur des athlètes de la NFL, puis des athlètes de la NFL là, qui évitaient des tackles. Je pense que ça allait chercher 80% de la force max des muscles stabilisateurs au niveau du corps. C'est en course à pied, tu vas chercher ça. C'était quand même. Tu te ramasser, là. Il y a quelqu'un qui te ramasse à chaque pas. C'est quand même une bonne référence. C'était très bien répondu. Par contre, ça ne bat pas la fois où est-ce qu'un gars t'a cité ton propre article en te disant que tu avais tort. Ouais. Ça, c'était magique. Ça, c'était un moment incroyable où est-ce que quelqu'un a sorti le papier que Maxime a écrit. Genre, c'est écrit son fucking nom dessus. Puis le gars, il disait, c'est pas ça qu'il dit l'étude. Puis c'est Maxime qui avait écrit. Ça, c'est un de mes meilleurs moments de 2017, je pense. J'étais tellement fâché. J'étais tellement pas content. Mais bon, ça, c'était un très, très beau moment, sincèrement. Mais oui, tu as 100% raison. J'ai l'impression que puis ça rentre probablement dans tout ce qui est religion de la préparation physique. C'est comme, il faut que tu fasses des push-ups. Ben, pourquoi? OK, man, tu sais, je veux dire, probablement que ça ne te nuira pas tant de faire des push-ups, mais là, de là à dire, il faut que tu en fasses, il faut que tu fasses ci, ça devient une toute autre parenthèse. Je suis 100% d'accord avec toi, puis ça rentre un peu dans l'idée de gestion des ressources. Où est-ce que j'aurais peut-être tendance à faire une bulle là-dessus? Parce que je pense que là-dessus, il y a aussi une autre tangente que j'aime pas, qui me trigger vraiment beaucoup, qui est moi ce que j'appellerais, je ne sais même pas si c'est un terme, mais moi j'appellerais ça comme ça, j'appellerais ça de la surspécificité dans une salle d'entraînement. Où est-ce que tu insistes tellement à reproduire parfaitement, dans les moindres détails, le geste sportif, que tu ne te ramasses pas à entraîner les qualités physiologiques que tu es là pour entraîner. Je fais un exemple. Tu rentres au gym, on prend des coureurs en trail, où est-ce que la force est réalistiquement beaucoup plus importante. Mettons, la force à une jambe, entre autres, parce que ça peut être trash du trail. Des fois, ça peut être raide. Puis, tu sais, ça va te prendre un certain niveau de force. Puis toi, tu insistes à faire toutes tes reverse lunges sur des fucking pastilles parce que tu as vu des athlètes d'élite faire ça ou des surfaces d'équilibre. Ta limite ne sera pas la génération de force. Fait que tu n'es pas en train de développer ta force. Tu es peut-être en train de développer ton équilibre de manière probablement pas si intéressante que ça parce que why the fuck, pourquoi tu aurais 200 livres sur ses épaules pendant que tu fais une lunge? Mais tu sais, puis mon point étant, tu sais, on insiste beaucoup à
tellement buzzé sur des détails puis des détails techniques qui rentrent potentiellement un peu avec ton idée même, de genre optimiser toute la mécanique autour de ça, que finalement, on finit par pas faire ce qu'on est là pour faire. Tu sais. Puis on se Exact. ramasse. Puis en course, on voit ça vraiment souvent où est-ce que le monde, essentiellement, essaie de réinventer l'eau chaude à chaque training. Puis t'es comme, tu sais, il y a des limites. Puis à un moment donné, c'est juste, souvent les gens ne s'admettent pas qu'ils font ça juste pour éviter d'être bored. Parce qu'ils s'ennuient au gym, parce que du squat, c'est répétitif, du dead, c'est répétitif, c'est des affaires de même. Puis à un moment donné, tu peux être distrait ou avoir des résultats, tu sais. Puis ça va être Exact. vraiment, vraiment à toi de choisir un peu. Fait que ton idée est vraiment, vraiment intéressante. Autre petite parenthèse par rapport à ça, j'ai l'impression que l'équilibre musculo-squelettique ou que l'idée d'équilibre en général musculaire, c'est dans certains cas, moi, je suis peut-être un peu moins tranché que toi par rapport à ça ou par rapport à ton idée, mais tu sais, j'argumenterais que dans la plupart des cas, c'est l'équivalent de ça va fucker tes hormones en perte de gras. J'ai comme l'impression que c'est la même équivalence, mettons, mais peut-être plus en biomécanique, je te dirais. Parce que, tu sais, moi, de dire, ah, ben là, il faut qu'il fasse du dos parce que tous les coureurs sont courbés. En quoi, à 2 Non, séries non, de dos, c'est ça. 3 fois semaine, ça va les redresser, tu sais, Mais il y a codrette. un fond. Tu sais, moi, j'argumenterais qu'il y a un fond à aller chercher là-dedans un peu aussi, où est-ce que tu es comme, à Mané, tu es un athlète. Puis si tu n'es pas capable de faire une planche latérale sur tes pieds, on s'en va pas quelque part, mon homme. Même s'il n'y a pas de ratio, puis j'oserais jamais dire ça de même. J'oserais jamais dire que ça te prend tant de ratio ou ça te prend tant d'affaires. Mais la plupart des coureurs que moi j'ai, tu les mets en planche latérale, man, puis ça shake. Puis t'es comme, on aurait n'importe quel midget au hockey qui rentrait, qui ferait ça, puis on aurait un red flag majeur. Mais des Ouais. coureurs, c'est comme, c'est chill, ça fait partie de la culture, puis ha ha ha, faites des depth jumps entre vos séries d'intervalles. Ce qui est, sans vouloir vendre le punch, généralement une idée de marde de faire Ouais. de la pliométrie pendant vos courses, mais ça, c'est une autre conversation, c'est ça. Tu sais, juste pour revenir à ton aspect de spécificité, là, tu sais, on essaie de reproduire. Moi, j'ai vu du monde qui voulait justement améliorer leur économie de course, développer la force. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils couraient avec des vestes lestées. C'est Tu sais, exactement ça que je parle. C'est de la ça que je veste parle. lestée, là, mettons, c'est Ouais. 20 livres, 30 livres, là, tu sais, c'est correct, mais moi, je te parle de squatter puis d'avoir de la force pour Oui. une fois et demi ton poids. Là, tu as 20 livres sur le dos. Tu sais, ça ne va pas solliciter, tu n'auras pas. Puis, tu sais, c'est le principe là, de recrutement musculaire. Plus tu as pesant, plus tu vas recruter des unités motrices. Là, tu n'as pas pesant. C'est juste de quoi qui va rendre ta course beaucoup plus difficile. Mais tes gains de force ne sont pas super importants. Fait que tu es bien mieux, au lieu de faire un 45 minutes de course avec une veste lestée en disant je vais améliorer ma force, fais 2 séries de 8 de squat. Je suis pas mal sûr qu'on va avoir des gains en force plus importants. Ouais. T'es l'équivalent du gars qui shadowbox dans le gym avec un dumbbell. T'es l'équivalent de ce gars-là, mettons. On te voit, puis il n'y a personne qui t'aime. Genre, mais on te voit. Genre, Ouais. c'est important. Genre, mais ouais, non, non, t'as raison, tu sais, puis ça, c'est vraiment, vraiment un excellent point. Hey, C'est la le, seule affaire, vas-y, excuse, Oui, qu'est-ce que tu disais? vas-y. Non, puis c'est ça, puis c'est juste l'important, c'est de. Moi, peu importe ce que tu fais, Christy mesure l'impact. Moi, c'est Ouais. ce qui me fascine. Les gens essayent des affaires. OK. Ils ne mesurent pas l'impact. Tu sais, c'est difficile quand même, mais tu sais, c'est quoi le transfert de ce que tu fais vers ta performance? Ouais. Tu sais, minimalement, il faut que tu te poses la question, là. Si tu fais ça, ça donne-tu quelque chose? Ah, ben, j'ai amélioré ma course. Ouais, mais tu cours 4 fois semaine. As-tu plus amélioré que d'habitude depuis que tu fais ça? Mhm. Tu sais, c'est faut se poser la question, il faut le mesurer. Puis la Christie d'économie de course, on l'a dit, c'est super tough à mesurer. C'est pas Mais évident. il y a un impact dans la littérature qui est quand même marqué, à savoir Il y qu'il y a en un a impact. un. Il y en Il y a en un, a ça c'est un. quand même important, mais oui, je suis 100% d'accord que c'est difficile à mesurer. Puis tu sais, même mathématiquement, là, on le met, c'est gros. Pour n'importe quel effet de recherche, c'est quand même gros, un 3 à 5%. Tu sais. Mais Ouais. quand tu le mets en circonstance, c'est pas si gros que ça. Pareil, un 3 à 5%. Fait que, tu sais, quand tu tombes avec du monde qui insiste pour faire de la grosse muscu ou des affaires de même, puis que ça les fait vraiment, vraiment chier, c'est quand même quelque chose qu'il faut que tu contrebalances là, dans l'affaire parce qu'il y a bien des coureurs qui aiment ça pour mourir, s'entraîner. Tu sais. Ben, tu Fait sais, que là, t'es comme. sur 100 calories dépensées, Ouais, OK, c'est 3 à 5 qui vont plus dans la course, c'est puis ça. moins en chaleur. Mhm. C'est ça, là. Tu sais, tu te qualifies pour Boston, c'est genre, OK, on va considérer vraiment, vraiment fortement. La plupart du monde, on base avec les détails. Je pense dans bien, bien des trucs, mettons. Puis on ne sait pas si ça marche. C'est ça l'affaire. Tu sais, on ne sait pas En fait, si c'est vrai. toi, ça t'a amélioré ton économie parce que la plupart du temps, on ne l'a pas mesuré. Fait que juste une petite affaire, quand vous allez faire évaluer votre technique de course, puis vous font courir sur un tapis, puis vous disent votre technique est bonne, ben, c'est comme si vous disiez la photo est belle, mais ça ne veut pas dire que vous êtes plus économe, ça ne veut pas dire que vous êtes efficace. Tu sais, Ouais. juste finir là-dessus peut-être, mais moi, quand je cours avec une belle technique, là, je suis capable de me forcer à courir avec une belle technique, je gaspille beaucoup plus d'énergie
que quand je cours avec une soi-disant moins bonne technique. Fait que si au visuel, on me dit ça, je vais moins bien performer sur ma course avec une bonne technique. Puis après ça, ben, la question de dire tu pourrais t'entraîner, développer pour avoir une meilleure technique, tout ça, ben oui, mais moi, je suis comme paresseux, je suis déjà plus efficace. Fait Ouais. pourquoi? Fun fact, moi j'ai une cliente qui textbook avant Coyal, parce qu'il va falloir que je me sauve après ça. Là. Mais textbook là, avant Coyal, là, j'ai une cliente qui elle court, man, elle court en canard. C'est vraiment tannant. Là. Ben, c'est tannant, c'est pas tannant, mais genre les pieds sont de même, vraiment beaucoup. Puis là, j'ai demandé, c'est pas bon ça. Fait que là, j'ai essayé de la faire corriger, puis elle a commencé à avoir mal quelque part. Puis vraiment, correction très, très, très relax, genre. Puis j'étais comme, wow, OK, ça marche pas. Dès qu'on a recommencé à prendre cette technique canard, tout est good. Fait que vous pouvez me traiter de mauvais coach, mais moi, avoir un athlète qui est en train de cumuler des trainings, puis de progresser, même s'il ne court pas textbook parfaitement, j'aime mieux ça qu'ils mettent une technique d'en face, que ça soit parfait, puis qu'ils se blessent à faire ça. T'sais. Puis c'est généralement ça qu'on va faire, mais si tu l'envoies dans n'importe quelle clinique qui évalue la technique de course, hey, cette fille-là, man, elle a la corde autour du cou, là. Ça niaise pas, là. Ça niaise pas partout, genre. Mais quand tu essaies de la corriger, au minimum, ça y pogne d'un genou, même si ça fait ça de manière très progressive. Puis dans le pire, ben pas dans le pire, mais d'un autre côté, elle perd du temps d'entraînement. Elle n'est pas en train de progresser, tu sais. Fait qu'il y a un coût à corriger qui est négatif à court terme, mais à long terme aussi, elle drop là. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est faut que important. tu évalues, ça vaut-tu la peine de. Est-ce qu'il y a plus de bénéfices à progresser vers une technique X qu'il y a d'inconvénients? Mais ça, c'est facile à vendre. C'est ça l'affaire. Si la personne elle rentre, t'embarques, t'as juste besoin d'un tapis, puis ton iPhone, puis t'es good. Là. Tu n'as pas besoin de réfléchir dans une affaire de même. Fait que c'est un beau modèle d'affaires. Tu sais, juste de même, là, la technique, moi, je vais faire un parallèle au baseball. Là. Moi, j'avais une mauvaise technique de lancer, puis je lançais Ça peut-être semble à être une thématique, Maxime. As-tu quelque chose à nous dire? J'ai des mauvaises techniques. Non, mais j'avais une mauvaise technique de lancer. OK? Je lançais à peu près à 80 000 à l'heure. J'avais une mauvaise technique. On a dit, on va corriger ta technique, tu vas lancer plus fort. Je n'ai jamais lancé plus fort avec une autre technique. Puis après ça, tu regardes les lanceurs dans la Ligue nationale, et ceux qui gagnent en haut de 100 000 à l'heure, ils ne sont pas tous pareils. Il y en a que c'est plus sur le côté. Ils n'ont pas la même technique. Ouais. Mais il avait fait une affaire de même, sa technique de course à mener, où est-ce que dans le temps, c'était genre, faut que tu cours sur le devant du pied impérativement, puis tout. Puis il avait mesuré, genre, Kylian Jornet, qui était un des meilleurs, qui est encore un des meilleurs coureurs sur Terre, puis il s'est rendu compte qu'il ne court jamais de la même manière. Puis c'était malade. C'était malade. Il faut absolument tu cours de même, puis il prend un des meilleurs, puis il fait OK, c'est vraiment pas ça qu'il fait. C'est zéro ça qu'il fait. Il faut être prudent avec l'économie de course et la technique. C'est pas parce que tu as une, entre guillemets, bonne technique que nécessairement tu vas être plus économe. Puis je ne suis pas en train de bitcher là, les techniciens de course. Au contraire, c'est juste, si vous n'êtes pas capable de mesurer l'économie de course, il faut faire attention lorsqu'on pense inculquer une bonne technique, entre guillemets. C'est pas parce que dans le livre Running Science, c'est écrit qu'il faut courir de même que ça va être nécessairement efficace pour tout le monde. On pourrait faire une suite 2 là-dessus. Ça serait vraiment important, je pense, de parler éventuellement à ton prochain podcast. Où est-ce que tu vas être là? Ça serait nice de parler plus de la mécanique de course, cette affaire-là. Je pense que ça serait quelque chose qui serait vraiment intéressant. Potentiellement, un autre truc, c'est la muscu aussi. Ça aurait de la valeur. Tu me permets-tu un wrap-up? Parce que si toi, ta force, c'est définition, la mienne, c'est les sommaires, je pense. Puis ça n'a pas rapport avec le fait que j'avais un client il y a 3 minutes. Ça n'a vraiment pas rapport à ça. C'est vraiment juste parce que ma force, c'est de résumer les affaires. Fait au niveau de l'économie de course, oui, la musculation a un impact sur la course à pied. Dans la littérature, c'est assez clair. Ce que Maxime a dit aussi, que je vais peut-être ramener dans mes mots, par contre, il y a un écart très, très identifié dans la littérature scientifique où est-ce que c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière. Il y a des gens qui répondent pas. Il y en a. Il y en a que le fait de faire de la musculation, ça n'améliore pas l'économie de course. On l'a vu, l'intervalle de confiance dans certaines études. Fait que c'est quand même important de se demander, ça vaut la peine de l'essayer, probablement, minimum pour bâtir un peu de résilience, parce que je pense qu'il y a bien des coureurs que juste faire un peu de muscu, ça les aiderait à être, somme toute, moins pétés, ce qui serait quand même une bonne chose, mais il ne faut pas nécessairement overbuzzer là-dessus. Par contre, il y a un impact qui est présent pour la plupart du monde. C'est vraiment dur à mesurer, mais il y a des manières de le mesurer. Il faut quand même porter attention à ça. Est-ce que ça fait quand même du sens? Hey, good job. Super, merci. Pour ceux qui ont des questions pour Maxime, où est-ce que vous pouvez trouver le Dr. Kin? Écoute, site web drkin.com, drkin.com ou encore page Facebook, là, Dr. Kin. Parfait. Je vais laisser ça là-dessus. Il n'y aura pas de plug pour les courriels, à moins que vous voulez vraiment une plug pour les courriels, allez voir dans la description. Il n'y aura pas de plug pour les courriels pour donner toute la place du capitalisme à Maxime sur ce podcast-là. Je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup à tout le monde d'aller checker les courriels. Puis après ça, d'aller voir le lien dans la description. Puis on se reparle très bientôt, tout le monde. Merci Maxime d'avoir été là. Puis on se reparle une autre fois. Ciao, bye.